Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Il semblerait que le ministre de l'Intérieur égyptien aurait demandé de promulguer la loi de mariage de la fille à 18 ans à la baisser à 16 ans. Qu'en sera-t-il pour le Maroc? Donc, le comité des droits de l'homme sait très très bien que les mariages au Maroc, en montagne et en rural, à 13 ans, voire même 12 ans et 11 ans. Merci. Il a mis une demi-minute. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Fleury, professeur Boisy, pour votre brillante intervention. Je commence par la phrase qui vous a interpellé dans le rapport que vous avez lu. Le 5-9, les Marocains, ils ont une image positive de leur pays. Moi, je dirais, c'est une bonne chose. C'est un optimisme. Peut-être on va en faire de bons citoyens. Qu'en sais-je? Je reviens au deuxième point que professeur Ouazzani a relevé concernant les attentats. Cette image véhiculée, comme l'a dit Ouazzani, c'est des étrangers. 90% des gens qui ont perpétré des attentats sont natifs. Ils ont la nationalité de ces pays, comme en France, en Belgique et en Espagne. Mais le problème, c'est les politiques du gouvernement, xénophobes, comme l'a dit, et aussi discriminatoires, qui ont poussé ces jeunes à se radicaliser. Deuxième point, ils n'ont pas pu verrouiller le champ religieux qui est pratiqué dans ce pays. Je vous donne l'exemple, les derniers attentats en Espagne, le cerveau de ces attentats s'est avéré un repris de justice qui est devenu imam, qui prêche dans des KGB, qui a pu radicaliser ces jeunes. Pour le deuxième point de l'intervention, je comprends les réflexions qui ont désemparé Sibouazis. Et j'ai dit que cette constitution est la 6e au Maroc. La 2e. 6e. Parce que nous considérons que les autres sont en bas, 62, c'est la 6e référendum de constitution. Il a été rédigé en 180 articles, contrairement à celle qui précédait en 108 articles. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on a débattu ce matin. Moi, il y a un point qui m'interpelle, c'est que cette constitution donne les droits politiques. Mais leur effectivité paraît limitée. Pourquoi? Dans la mesure où, comme l'a souligné Sibouazis, le roi détient tous les pouvoirs. Alors, le gouvernement issu de la majorité parlementaire n'a pas la plénitude d'exercer ses compétences. Je reviens dans un article de la Constitution, la reddition des comptes. Comment ils peuvent donner des comptes au peuple puisqu'ils exercent que partiellement leur acte? Merci beaucoup. Concernant les terroristes soi-disant marocains, vous n'avez jamais entendu un journaliste du 20h dire la marocaine Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale en France. On n'a jamais dit la marocaine. Et on n'a jamais dit de Zinedine Zidane qu'il était algérien, sauf quand il a donné le coup de boule aux joueurs italiens. À ce moment-là, on a dit c'est l'Algérien. Mais sinon, c'est la star française. Par ailleurs, concernant ce temps dont on nous parle qui serait la démocratie. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit lors du Brexit, des soi-disant, ils s'auto-appellent. Non, je leur refute le mot de démocratie, je parlerai de particratie. Parce que ce qui s'est passé dans ces pays-là, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le peuple. Ce sont les partis qui ont pris le pouvoir.
Et même cela a été rejeté par les populations. Macron, c'est pas un parti, et c'est contre ces régimes-là. Alors, après 200 ans d'exercice de modes électoraux, et donc, alors, de ce côté-ci de la rive, que voyons-nous? Quel a été le résultat de cet aventurisme qui s'est passé en Tunisie, en Libye, et de façon téléguidée? Ça a été téléguidé de l'étranger. Et le fait que ce soit les réseaux sociaux et qui ont joué un rôle fondamental dans ces mouvements-là, et les meneurs ont été formés aux États-Unis, à l'image de la révolution orange, eh bien, on a répété la même stratégie. Et de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'est agi effectivement de soi-disant mouvement de démocratie ou de mouvement de rue? Parce que la loi de la rue, c'est la loi de la jungle. Ce qui se passe quand vous avez une poignée, d'accord, de personnes, de meneurs choisis, formés pour diriger, et qu'on peut effectivement, et on l'a vu, dans leur pays, eh bien, lorsque les Américains sont descendus pour dire « Not my president », alors dans des pays comme le nôtre, des mouvements comme ça, eh bien, ça vous... Et ces gens-là n'ont pas demandé des changements de régime ou des changements de constitution. Et pourtant, il faut arrêter. Attendez. Moi, ce que je dis, c'est que c'est loin d'être une panacée, mais beaucoup plus un exercice de style très compliqué, et il est inutile de faire de la démagogie pour dire qu'ailleurs l'herbe est plus verte. C'est trop facile. Merci. Bravo. Bonsoir monsieur, je vous remercie pour votre rapport. Alors, je voudrais d'abord dire que depuis 1962, le Maroc a eu une seule constitution. Oui. Alors, les autres mouvements, ce sont des mises à jour de la première constitution. C'est bien d'accord. Alors, je voudrais vous dire une chose, que la constitution, ça reste toujours le seul moyen pour garantir les droits et les obligations des Marocains sur tous les plans, surtout le plan d'investissement de progrès. En fin de compte, je veux plus vous dire que celui qui bloque l'investissement bloque le progrès. Et celui qui bloque le progrès trahit la nation. C'est ce que je voulais dire. Et merci. Merci mes chers professeurs pour toutes ces données très intéressantes. J'ai quelques petites remarques concernant l'exposé de monsieur professeur Fleury. Les rapports, que ce soit les rapports des Nations Unies, les rapports de l'Union européenne, de toutes les commissions existantes au niveau de tous les pays d'Europe d'ailleurs. Je doute que ces rapports soient des rapports neutres. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la géostratégie qui interfère dans leur vision de regarder les choses, leur manière de regarder les pays, en particulier les pays du Sud, vis-à-vis notamment de l'immigration, du terrorisme, du sous-développement, de tout ce qui concerne les données que eux-mêmes ils aimeraient voir dans ce pays. Et toujours leur intérêt géostratégique qui prime. Et tous les rapports qui sont émis sont en fonction de leur vision politique et géostratégique. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Est-ce que le Conseil national des droits de l'homme au Maroc n'aimait pas des rapports? Vraiment, moi j'ai lu beaucoup de rapports du Conseil marocain. Ce sont vraiment des rapports
des rapports authentiques, des rapports positifs, des rapports qui donnent vraiment les droits de l'homme tels qu'ils existent au Maroc. Le Conseil national des droits de l'homme nous dit qu'il faut abolir la peine de mort. Il le dit. Nous, on n'est pas encore prêts pour ça. Mais il le dit quand même. C'est comme les pays européens le disent. Ils disent qu'il faut abolir la peine de mort. C'est la même chose. Mais les pays d'Europe, la Commission européenne, les Nations Unies, ils font toujours ce qu'ils veulent. Donc, il faut toujours prendre le rapport avec des pincettes. La preuve, c'est que, par exemple, la presse internationale, eh ben, elle vous donne une information selon ce qu'elle veut et voir dans cette information. Et vous voyez bien le problème du Sahara marocain. C'est un exemple flagrant. Le Sahara marocain, eh ben, ils veulent bien garder ce problème du Sahara marocain comme une épine de Damoclès sur la tête du Maroc. Pour, à chaque fois qu'il y a problème, ils le sortent. Donc c'est pour cette raison que nous, on lit les rapports, et puis c'est tout. On les lit. On les lit, c'est tout. Mais c'est à nous de voir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Quant à l'exposé de monsieur Bouaziz, eh ben, le titre de votre exposé, il est bien explicite. Vous êtes bien désemparé. Vous parlez comme quelqu'un qui est angoissé. Il n'y a pas lieu d'être angoissé. Le Maroc est un pays en voie de démocratisation. Même si nous marchons à pas de tortue, eh bien, nous marchons quand même. Nous marchons quand même. Et pour arriver à un point, il faut bien faire le premier pas. Et nous l'avons fait. Il y a une constitution nouvelle, démocratique, tout au moins théorique, mais nous avançons, même si nous avançons très doucement, et il n'y a pas lieu d'être désemparé. La monarchie marocaine, moi personnellement, je trouve que c'est le bâtisse de ce pays. Et une bâtisse, il faut qu'elle soit sur des piliers solides. Et les piliers, quels sont les piliers? Ce sont les institutions. Toutes les institutions constitutionnelles du pays, en particulier les partis politiques. Est-ce que vous voyez, vous, des partis politiques solides sur lesquels on peut bâtir une démocratie? Moi, je ne les vois pas. Je ne vois que des partis politiques qui sont, pour un euphémisme, pour dire pragmatique. Pragmatique. Et ils voient ce que, après tout, bon, ils veulent le pouvoir. Ils veulent le pouvoir. Donc, ils font de la politique. Ils font de la politique. Et c'est tout. Donc, pour qu'il y ait une démocratie solide, il faut qu'elle se repose sur des bâtisses solides, sur des institutions solides, en particulier les partis politiques, et nous ne sommes pas encore prêts. Il faut garder l'espoir. Mais... Oui. Merci pour me donner, Rapidement. merci pour me donner la parole. Oui. Juste, ce qui concerne la démocratie, est-ce que la démocratie au Maroc est concrète et crédible? Je ne pense pas. Surtout après les événements qui ont connu le Maroc avec le Hirak et la réaction très violente du régime marocain. Aussi l'arrestation des jeunes qui purgent jusqu'à 20 ans. Aussi l'arrestation d'un journaliste qui n'a fait que participer à une manifestation populaire. Elle a purgé 1 an. Je pense que la démocratie au Maroc est encore très très longue. Merci. Merci. Oui. Merci. Je vais être bref. Bon, j'ai des, si vous voulez, à M. Bouaziz. Bon, je vais lier 3 notions. C'est une question ou bien une discussion. Il y a la nation, l'Oumma et la citoyenneté. Moi, je trouve qu'il y a des différences, c'est vrai.
Mais attention, la nation, c'est pas quelque chose de positif toujours. Pourquoi? Parce que la nation, ça va conduire au nationalisme. Donc le nationalisme, c'est du racisme. Donc, il n'y a pas le lien, c'est le lien par la race. Donc c'est le lien de la race. Je vais pas vous donner l'exemple de Jean-Marie Le Pen, donc c'est un parti nationaliste. L'Oumma, je reviens sur l'Oumma, la citoyenneté. La citoyenneté, c'est le lien par la terre. C'est la terre, c'est-à-dire tout celui qui est né est un citoyen. Peu importe son origine, peu importe sa religion, peu importe. Donc il y a un sens positif. Alors que l'Oumma, c'est un lien de la religion, c'est vrai. Oumma islamia. Même le Coran utilise Oumma. Mais, attention, l'Oumma, c'est pas quelque chose de race, c'est un lien de religion, mais il est ouvert, c'est-à-dire il est ouvert à toute race et à toute terre, si vous voulez. C'est-à-dire que tout le monde peut s'intégrer dans cette Oumma. C'est pas une Oumma close. Vous voyez, donc il y a une certaine... dernière chose pour être bref, la citoyenneté, à mon avis, mais on pourra en discuter parce qu'on est là pour approfondir la réflexion. La citoyenneté, en général, bien sûr, c'est une notion, n'est pas l'apanage de l'Occident, à mon avis. C'est pas une invention de l'Occident. Parce que si on dit ça, c'est un peu dangereux parce que c'est comme si l'Orient, ou bien c'est comme si les musulmans n'ont pas pu créer ou inventer ou n'ont pas cette capacité, c'est-à-dire d'inventer ou bien de vivre dans une citoyenneté. Et on laisse ça pour la réponse ou bien la discussion et merci. Voilà, merci. Parole Bon, il y a eu pas aux mal. intervenants pour répondre, Il y a eu pas pour mal réagir à de certains. critiques, on peut réagir. D'abord, le Maroc a le droit d'aller vers la démocratie. C'est sans doute ce que tout Marocain souhaite, de même que tout être humain sur la planète. C'est-à-dire de pouvoir s'exprimer librement, de se voyager librement, de choisir la démocratie. Et jusqu'à nouvel avis, la forme optimale pour satisfaire cette aspiration. Maintenant, il y a toute une série de modalités quant à la mise en œuvre de démocratie. Au Maroc, il y a l'aspiration d'un modèle marocain, Sa Majesté le dit. Mais il faut qu'elle corresponde à des normes minimales ou convenues du fonctionnement de la démocratie sur des valeurs importantes. Et Mohamed Hassan Ouazzani, il a consacré sa vie sous le protectorat pour les droits fondamentaux, parce qu'il était dans un système de dominants qui était démocrate. Il a toujours trouvé en France des soutiens de gens qui partageaient des valeurs qui permettraient aux Marocains de s'émanciper, de se libérer des tutelles et de progresser face aux défis de la civilisation contemporaine. En dehors de ça, vous vous repliez sur vous-même, vous retournez sur l'ancien, sur le Moyen-Âge, etc. Donc, Mohamed Hassan Ouazzani, on a cité un extrait, en 72. Et toutes ces années-là où il se battait. Il discutait sans arrêt, il nous faut une constitution démocratique. La constitution proposée à l'époque, il trouvait que ça risquait d'être un plagiat de ce qu'est la démocratie. Une mauvaise constitution va discréditer la démocratie. C'est ce que je crois sentir dans votre propos. Vous n'aimez pas, en quelque sorte, cette voie démocratique. Et ça, il faut faire très attention. Parce qu'il y a toute une série, d'ailleurs, toute une analyse, d'ailleurs ici, en partie, sur les modèles de démocratie. Elles sont multiples dans le monde. Il y a toutes sortes. Il y a l'empereur du Japon qui est à la tête quand même d'un fonctionnement démocratique. Vous avez la reine d'Angleterre, vous avez toutes les monarchies européennes du nord de l'Europe qui fonctionnent très très bien, mais après un long cheminement. Et puis vous avez des républiques avec toute une série de modalités. On en a discuté ce matin, des régimes présidentiels, des régimes parlementaires, etc. Donc, le Maroc peut très bien, en fonction de ses traditions, tu l'as très bien dit tout à l'heure, choisir une voie originale qui ne pourrait pas être celle que pratiqueraient les Algériens, ni les Tunisiens, ni les Égyptiens, parce qu'il y a une autre histoire qui est riche. Et donc, la démocratie est une voie de modernité aussi, c'est-à-dire d'ouverture au monde,
et de libération interne, c'est-à-dire pour tout un chacun dans ce pays d'échapper aux féodalités qui sont encore énormes dans ce pays. Il faut le savoir, il y a des pouvoirs de type féodal, mais moderne. Donc, c'est une des modalités. Alors, comment y arriver? À quel rythme? Ça peut prendre du temps, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que j'ai voulu relever, bon, ça m'a impressionné moi-même, parce que je n'avais jamais étudié explicitement ce que j'ai voulu vous exposer. Les rapports des instances internationales telles que celles analysées. Conseil de l'Europe, il n'y a pas de stratégie géopolitique là derrière. Il faut oublier. Il ne faut pas toujours voir un pouvoir télécommandé de l'étranger sur ce qui se passe dans ces pays. Ces pays étrangers, voisins, proches, ils veulent que leurs voisins soient en paix, soient heureux, se développent, car c'est leur intérêt qu'ils se développent, pour leur commerce, pour les voyages, dans tous les sens, pour les études, les échanges. En fait, des milliers de Marocains, mais ce sont des millions, qui vont en Europe, qui vont dans d'autres pays. Ils veulent être bien dans ces pays, ils veulent que leur pays soit bien avec ces pays où ils sont, etc. Alors il y a des ratés, n'est-ce pas? Les ratés, ce sont ces jeunes maintenant terroristes qui ont été mal accompagnés. Nous avons eu ici un exposé il y a quelque temps sur le problème des émigrés marocains. Les autorités marocaines, c'était le résultat de cet exposé, de quelqu'un qui a vécu ces problèmes en France, et qui nous a dit que nous étions délaissés par notre gouvernement. Il fallait s'occuper de nos communautés. C'était souvent des analphabètes qui arrivaient là-bas, dans un contexte tellement différent, etc. Donc, il y a aussi une responsabilité du Maroc par rapport, parce qu'il les réclame, et toutes les excuses, mais le Maroc officiel d'aujourd'hui réclame des Marocains expatriés de rester Marocains. Ils facilitent tout. Ils ont double nationalité. Tous ces gens-là ont double nationalité. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Donc c'est vrai que ça nous fait mal, nous, quand on entend la radio à la télé que c'est un Marocain qui est derrière cette chose. Ça nous fait mal. Et tous les Marocains à l'étranger se sentent en quelque sorte blessés par ces événements, d'éléments qui sont arrivés. Donc, il ne faut pas croire que c'est voulu par des puissances étrangères. Ça, il faudrait là. Alors, autre chose, parce que bon, il faut qu'on est bref, c'est aussi les rapports. Les rapports des organisations internationales, elles accompagnent. Elles accompagnent. Et j'ai essayé de vous le dire, mais je n'ai pas pu explorer ça dans le détail. Elles sont élaborées conjointement avec les autorités marocaines. Aucun de ces rapports n'est imposé aux autorités marocaines. Donc, que ce soit le Conseil des droits de l'homme, d'autres responsables, selon les ministères, parce que vous avez toute une série de ministères qui sont embrigadés dans la préparation de ces rapports. Il y a des missions dans les deux sens, les Marocains qui vont à Strasbourg, des équipes européennes qui viennent au Maroc, qui visitent, qui vont voir les prisons, les machins, comment ça fonctionne. Et puis, on leur fait des rapports, ce que vous avez dit est juste. Et ensuite, eh bien, on fait des synthèses de cela. Et de ce que j'ai compris, dans un rapport, je me suis dit, oh, youpi, le Maroc, tout va très bien. C'est fantastique, ils sont sur la voie royale de la démocratie telle qu'on le souhaite, d'une démocratie moderne. Et puis, il y a le constat des étapes franchies pour réaliser, comme vous l'avez dit, toutes ces mesures qui sont au cœur d'une vraie démocratie authentique. Mais ce que vous dites est juste. Tous les États passent par là. Il n'y a aucun État qui est épargné dans ces rapports. Si vous regardez les recommandations faites à la France, les recommandations faites à la Suisse, mon pays, alors les gens sont révoltés, ils disent, mais comment s'ils se permettent de dire telle chose, enfin, etc. Parce qu'il y a des situations aussi, la parité entre hommes-femmes n'est pas tout à fait normalisée, le travail des enfants, même dans des pays développés comme le nôtre, eh bien voilà, parce qu'il y avait des traditions, les enfants de familles agricoles ou qui travaillent dans les champs, on n'attend pas, ils ont 10-12 ans, et ben ils travaillent. Normalement, ben, il faut pas. Donc, mais un pays a le droit, et c'est ça où parfois, chers amis, collègues me le signalent très souvent, les Marocains ne font pas assez de présence dans les organisations internationales. Il faut vraiment être actif et préparer ces dossiers pour dire, sur ce domaine, nous sommes 100% d'accord avec vous, qu'il nous faut assumer cette responsabilité, puisque nous avons signé des pactes. Mais tout État, les États-Unis le font, l'Allemagne, la France, tous les États le font, ils donnent une indication sur tel point de la Convention, nous émettons une réserve. Nous allons mettre, on verra dans 10 ans, dans 15 ans, comment on va pouvoir atteindre cet objectif. Mais il faut le faire, sinon vous êtes condamné effectivement à quelque chose qui n'est pas clair, parce qu'on a l'impression que vous avez promis de le faire, mais vous n'avez pas eu la précaution dans la Convention
de prévoir un article qui émet des réserves. Et tous les États, pratiquement, avancent des réserves qui sont acceptées, qui sont ensuite expliquées, c'est-à-dire dans un délai le gouvernement nous fera ce que je vous ai dit, il explique. Le gouvernement marocain, sur les près de 40 recommandations que j'ai chiffrées là tout à l'heure, il est demandé sur 3 de faire rapport en octobre. On ne va rien lui imposer, on lui demande de faire un rapport. Quel rapport va-t-il faire? Est-ce qu'il aura avancé? Est-ce qu'il aura reculé? Tout ça sera pris en considération, et puis, ben voilà. Et tout ça est fait dans l'idée que le Maroc veut, et c'est dit dans les textes, c'est le Maroc qui demande. Ce n'est pas l'Europe qui demande. C'est le Maroc qui demande d'être assisté. J'ai eu une visite récemment de quelqu'un très proche de moi qui est venu ici pour s'occuper du fonctionnement des tribunaux. Manifestement, les responsables des tribunaux au Maroc, c'est très important, ont estimé qu'il était utile d'avoir l'expertise, des conseils de comment fonctionnent les tribunaux à l'étranger, parce ça fonctionne mal. Sa Majesté a même dit ce qui se passe dans la justice. Donc on fait venir des délégations pour apprendre aussi à trouver des mécanismes pour accélérer, mieux gérer ces choses. C'est très technique, hein, mais c'est 15-20 personnes qui se réunissent à Rabat ou qui se réunissent à Strasbourg et qui disent voilà, nous, ce qu'on peut faire, on va vous financer, si vous en êtes d'accord, telle chose. Le gouvernement marocain, non, sur ce domaine, on est bien, on a ce qu'il faut, et ainsi de suite. C'est toute une discussion, c'est pas uniquement recherche d'argent, contrairement à ce que certains pourraient croire, parce qu'en Europe, on n'aime pas qu'il y ait des résolutions pour dire qu'ils acceptent uniquement pour avoir de l'argent. Alors ça, c'est très très mauvais, parce qu'ils ont effectivement donné un crédit, même à l'intérieur de l'Europe, ça fonctionne comme ça. Vous avez des fonds européens qui ont été galvaudés en Espagne, en Italie, au Portugal, et ce n'est pas des petites sommes, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, quand on avance de l'argent dans une démocratie, il faut que comment cet argent a été utilisé soit contrôlé. En dehors d'un système démocratique, vous n'avez rien. Vous n'avez pas de contrôle, vous avez de l'arbitraire, vous avez des combines. Voilà, je voulais un peu rectifier la chose, parce qu'effectivement, personnellement, je suis plutôt un peu... Il faut du temps. Il faut laisser le temps au temps, et le juriste le sait, parce qu'il travaille à ça, il prépare des conventions qui sont peut-être adoptées dans 50 ans. Hein. Attendez, c'est ça, il y a un problème. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, un peu pour donner quand même de l'espoir. Il y a une voie marocaine vers la démocratie. Quand est-ce qu'elle aura atteint? Elle a déjà atteint des choses extraordinaires. Moi, ça fait 35 ans que je viens au Maroc. Comment c'était il y a 35 ans et commencer maintenant? Il y a quand même des étapes qui ont été franchies. Alors, il y a des reculs. Mais attendez, il y a des reculs possibles. L'Europe a vécu des reculs, des retours. Vous avez eu l'Autriche, vous avez eu tous les pays européens, même la France, il y a eu Vichy. Donc, on a dit, fini la démocratie, c'est trop compliqué, ce n'est que des hypocrites, ce sont des plutocrates, à l'époque on disait, et puis voilà. Donc, moi, personnellement, dès qu'on critique la démocratie, je me réveille. Attention, parce qu'à part la démocratie, il va être pire. Non, pardon. Non, pire. Pardon, il y a un mythe. Moi, je dis... Je refuse le mot pire. Non. Merci. Oui, non, pire, c'est la Syrie, oui, c'est vrai. Soit dit, pire, c'est la Syrie. Oui, vous avez raison. Madame, je ne suis pas angoissé. Quand je dis je suis désemparé, c'est-à-dire je n'ai pas une réponse qui me satisfait, moi, en tant que chercheur et en tant qu'historien qui inscrit l'évolution du Maroc dans la longue durée. Donc, un instant de réflexion, c'est tout à fait lié à l'évolution. Là, on déconstruit tout ce qui a été construit avant pour reconstruire et revoir avec des... Donc, c'est un moment fécond. Ce n'est pas un moment d'angoisse. Je ne vais pas me suicider, ne vous en faites pas. Mais je vais produire. Mais c'est un moment que je dis les petites réponses, les réponses de dire oui, ça va, c'est au moins mieux que d'autres, etc. Et qu'on peut toujours compter des pays qui sont dans une situation pire que la nôtre et des pays qui sont mieux, et on est au milieu, et c'est bien, on est au milieu, etc. Ce n'est pas ma démarche.
Ce n'est pas ma démarche, je n'ai pas les réponses que j'avais avant. Et ça, vous savez que la connaissance va comme ça. Il y a des périodes où il y a des paradigmes qui expliquent tout, etc. Et la pensée est là en train de donner. Parce qu'il y a des périodes où les paradigmes sont déconstruits. C'est notre période actuelle. Aucun paradigme ne tient, que ce soit le paradigme socialiste ou de libéralisme, ou de tous les paradigmes sont maintenant mis à pied, ils sont déconstruits. Et là, c'est l'universitaire qui parle. Donc, ce moment-là de revisiter tout et de reconstruire, ça prend un temps et je n'ai pas de réponse. Et je le dis, je ne suis pas angoissé. Donc ça, c'est pour une première réponse. Pour une deuxième réponse un peu globale, avant d'aller vers le détail, l'homme et l'humanité est une. Et toutes les civilisations ont participé à amener, en fin de compte, ce qu'on appelle actuellement la civilisation, la vision humaine, la connaissance humaine, etc. Les Arabes ont eu leur temps de gloire. Il y avait un joli documentaire contre le monde parler arabe. Vous pouvez le voir sur Internet, il est très très bien, ce monde-là. Mais bon, il y avait une accélération de l'histoire, on n'a pas suivi. Et là, on est au bas de la vague. Il faut le dire pour pouvoir sortir du bas de la vague. Mais pas seulement dire, non, c'est les autres, nous on a. Donc, la dimension universelle est là. Et je suis universaliste. Donc, il y a la dimension universelle. Et donc, la démocratie est un concept universel. Ce n'est pas un concept occidental et seulement, et que la citoyenneté aussi. Donc, c'est dans cette profondeur universelle, bien sûr, il ne faut pas la copier, il faut pas la... Il faut l'acclimater, c'est comme le blé, hein. Pour vous amener des graines de blé du Canada qui donnent à 120 quintaux l'hectare, vous les mettez ici au Maroc, ils ne vous donnent même pas 7 quintaux, etc. Parce que ce n'est pas les mêmes conditions. Il faut donc créer les générations de ça. C'est la même chose. La citoyenneté marocaine est à recréer, la modernité marocaine est à recréer, mais il y a toujours une dimension universelle. Il ne faut pas l'ignorer. Et si on l'ignore, on reste dans le conservatisme, on reproduit médiocrement le conservatisme. D'une manière médiocre, même pas d'une manière médiocre, on reproduit le conservatisme. C'est pas le scientifique qui parle. Là, c'est un préjugé, c'est votre préjugé. Ah, non. La médiocrité, c'est un jugement de valeur. Donc le conservatisme. Bon, on le vend médiocrité, disons reproduction, qui est un concept scientifique, reproduction du système conservateur. C'est une reproduction, ça c'est un concept de sociologie critique bien établi dans le champ international scientifique. Donc à partir de là, je vais vous mettre dans la langue directe pour un peu enlever cette impression un peu rapide d'angoissé. Je ne suis pas angoissé. Vous savez, quand je parlais du Watan, vous l'avez soulevé un petit peu dans ce sens-là, quand est-ce que le Maroc contemporain est né? C'est-à-dire dans un État territorialisé. Avant, on n'avait pas de... Le territoire était lié à Amir al-Mouminin, et quand une partie de musulmans prête allégeance à Amir al-Mouminin, leur terre devient les terres. Donc on était sur un territoire à géométrie variable, qui s'élargit et peut se rétrécir aussi quand ces populations-là ne prêtent pas allégeance au sultan. Donc, quand est-ce que le Maroc a commencé à dire « voilà mon territoire, voilà le Maroc » C'est après la prise d'Alger. C'est après que quand l'ouest algérien, après la prise d'Alger, sont venus à Fès, ils ont présenté allégeance. Non, plus, c'est 1830. 1830, quand ils ont présenté donc l'allégeance, et à leur tête, c'est le à leur tête, Cheikh Mouhidine, qui est le père de l'émir. Ça c'est une précision, Ça c'est le tracé, une précision. Mais déjà dire dans notre nous, ce nous commun, nous les Marocains, voilà notre territoire. Cette pensée n'existait pas. On parlait de l'Arab islamique, on parlait de ça. Il a commencé quand ces gens d'Algérie sont venus présenter allégeance au sultan Moulay Abdelrahman. Ils ont dit les Turcs sont partis, on ne veut pas être sous les koufars, sous les mécréants, on vous présente allégeance. Il a discuté avec les ulama de la Qarawiyyin, ça a pris du temps, ils ont
dit oui, il a accepté. Il a envoyé même son cousin là-bas durant 5 mois. Il y avait une principauté marocaine à Tlemcen et qui allait même jusqu'à l'Oranie, etc. Mais après 5 ans, les Marocains se sont retirés et le roi a dit, le sultan a dit, vous êtes nos frères dans l'islam, vous avez vos terres, nos frontières, c'est celles qui étaient avec les Turcs. Faites votre résistance et on vous aidera. Et d'ailleurs, c'est un des points litigieux avec l'Algérie maintenant. Depuis ce temps-là, est-ce que nous avons trahi l'émir al-Qadr ou non? Ça, c'est l'histoire que je vous donne. Alors, donc, le Watan marocain est né à cette époque-là. Et la notion de territorialité est née. Mais bon, il va aller prendre forme. Alors, on est passé. Avant, on disait dans les cercles d'éducation religieuse, dans le malikisme, les cercles malikites, l'amour du Watan rentre dans la croyance. Et quand on posait la question au frère, c'est quoi l'Awtan? Il disait Mecca et Medina, la Mecque et Médine. Donc c'était un territoire spirituel, Watan Rohi. On est passé donc de ce Watan spirituel au Watan territorial en 1930, avec le mouvement national et avec Hassan Ouazani et Al-Fassi. On est passé à un Watan politique. Donc, vous lui donnez une consistance, vous commencez à créer, à aller vers un Watan politique. Et à partir de 1975, avec le problème du Sahara, et donc les forces politiques à l'époque, donc Bourbil, Al-Fassi et le roi Hassan II, on est passé à un autre stade, ouvrir la voie à une patrie, à un Watan citoyen, où il y a un commun qui est créé, c'était on a mis le Sahara, déjà comme à l'époque on parlait de consensus, on a mis le Sahara et on allait, donc c'est là où le terme de transition a commencé. Il a pris du temps, parce qu'il y a des mentalités, il y a beaucoup de résistance, et c'est pour moi, c'est encore ouvert. Cette évolution donc de ce Watan politique vers un Watan citoyen, et là, à ce moment-là, la démocratie va prendre forme. On hésite, il y a des hésitations. Il y a beaucoup d'hésitations, et pas seulement chez l'État. Moi, j'ai fait mon exposé pour vous montrer, même chez les radicaux du 20 février, il y a ces hésitations culturelles importantes. Et ces hésitations-là qui bloquent. Ça bloque un peu de tous les côtés, d'en haut et d'en bas. Et c'est pour ça que je lance, moi, cette réflexion sur le fond. Sur le fond, que ce soit au niveau de la langue, au niveau de ce que nous sommes, et pourquoi on ne produit pas le commun. Tout à l'heure, j'avais une discussion avec M. Raraki sur ça. Oui, il y a des plaies du passé, il y a beaucoup de crimes qui ont été faits dans le passé, mais est-ce qu'on peut penser ensemble ces plaies et aller de l'avant et créer, élargir ce commun au niveau du consensus? On n'y arrive pas. Et l'expérience qui a été faite, la dernière, depuis 2011 à maintenant, on n'y arrive pas. Le Hirak a posé une question sur le Hirak. Le Hirak, c'est presque une répétition du 20 février avec les limites du 20 février. C'est-à-dire avec un flou au niveau culturel, avec une justesse de la cause et avec une réaction, j'allais dire, machiavélique de l'État. Et ça s'est déjà passé avant avec les Sahraouis. Les Sahraouis n'étaient pas sionistes. C'est la gestion du rapport avec les Sahraouis qui les a amenés à la scission. Je crains pour mon pays que la mauvaise gestion là du Hirak amène les Rifins à la sécession aussi. C'est pour ça que j'ai peur pour mon pays. J'ai une peur. Je n'ai pas de... Bon. Alors sur ça, je vais vous donner quelques éléments, si M. le Président me le permet. D'une manière générale, j'avais discuté avec le 20 février, on avait discuté, j'avais écrit ça. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une constituante? En tant qu'historien, attendez, j'ai fait l'histoire de ton présent. En tant qu'historien, j'ai montré comment, à partir de 62, de la première constitution, c'était vraiment le domaine réservé de vous. On ne savait même pas qui rédigeait. Puis après, on est passé à un domaine où on demande aux partis et aux groupes constitués de donner un peu leurs recommandations, mais c'est le roi qui rédige avec une commission qui ne dévoile pas. Là, on est arrivé avec Mohamed VI, avec une commission dévoilée, marocaine, avec des femmes, ils sont là, et ils étaient prêts à discuter.
Bien sûr, on a mis à cette commission, comme on a mis à la Chambre de représentants, il y a une autre chambre. On a mis la commission Mu'tasim qui corrigeait. Voilà une hésitation. Voilà déjà une hésitation. Alors, à l'époque, qu'est-ce que je demandais? Voilà le passage. À mon sens, je le dis là comme citoyen, à mon sens, ce n'était pas la Constitution qu'il fallait demander. Il fallait demander que la commission Mannoni rédige un projet à discussion. À discussion. Et le 20 février avait la possibilité d'avoir ça. Et que cette discussion dure une année, et que toutes les places du Maroc se transforment en agora et discutent le truc, et on pensera comment faire la synthèse de tout ça. On pourrait faire une commission ad hoc, etc., qui ferait la synthèse du truc, et là vous allez voir quelle révolution culturelle va connaître le Maroc, plus qu'une assemblée constituante. Et je vais vous donner des trucs importants, un petit truc comme ça, au niveau de l'Europe, dans vos recommandations. Il y avait une recommandation sur le droit à la mémoire, le droit, etc. Et l'Europe a mis de l'argent. Il a mis 8 millions d'euros pour créer un institut de l'histoire du présent. Et c'était donc le conseil consultatif avant des droits de l'homme qui devait un peu gérer ça. J'étais dans la commission du départ avec une historienne importante qui était déléguée de l'Europe, c'était Maria Rosa de Madariaga, qui était l'œil de l'Europe. On avait discuté pour créer, et on avait un peu toutes les formes des instituts d'histoire du temps présent en Europe. Et on avait présenté un projet qui a été saboté par le ministre de l'époque, par Chichen, parce que, et cet argent-là, une partie est allée vers le Conseil national des droits de l'homme pour faire des activités dans ce sens, et une partie, c'est elle qui a permis la création des archives du Maroc. Des archives du Maroc, pas d'institut. Ah, les archives du Maroc. Les archives du Maroc, le bâtiment. L'actuel. C'est une bonne chose, mais l'Institut d'histoire de temps présent, c'était autre chose. C'était un regard critique sur l'actualité actuelle. C'est la garantie de la transparence par l'académisme. Ça n'a pas été fait. C'était une décision politique, c'était une hésitation. Voilà, une hésitation a été faite. Je vais vous donner un autre fait. On était avec le Conseil national des droits de l'homme pour publier un livre sur les lieux de mémoire de l'incarcération. Tazma Meurthe, Darbrisha, le commissariat du 7e, le truc, tout un Mkouni, etc. Tout ça, 13 endroits. On a fait le livre, j'étais responsable académique de ce livre, on l'a fait, on a fait un travail qui était important, etc. Et on nous a, pour sortir un livre, un beau livre, avec des images des lieux, etc. Eh bien, il a pris 2 ans, 3 ans pour sortir. Il était prêt, imprimé, mais il n'était pas sorti parce que le mécanisme de prise de la décision, c'est un mécanisme d'hésitation, un mécanisme de truc. Et puis, bien sûr, on levait pas mal de choses. Je me demandais même si je vais laisser mon nom, non, parce qu'on m'a enlevé dans mes textes pas mal de choses, y compris cette phrase, l'État doit demander pardon les larmes aux yeux. Ça, on l'a enlevé cette phrase-là. C'est une petite phrase, en fin de compte, mais quand même, le livre est important, il est sorti, mais avec beaucoup d'hésitation. Je vais vous donner un autre truc qui est important, qui va répondre un peu à ceux qui parlaient que le Sahara s'est bloqué par l'Occident. Dans le centre, un des centres similaires au centre Ouazani, c'est le centre de Saïd et Tidr, dont je suis le directeur scientifique. On s'est mis depuis 2 ans sur l'affaire du Sahara pour créer la possibilité, avec l'idée que le conflit du Sahara occidental, une solution maghrébine est possible. Et on a parcouru le Maghreb, on a créé un réseau, et d'ailleurs, dans votre comité scientifique, Issa Qadri est un élément important dans ce réseau maghrébin. On a vu l'État algérien, l'État tunisien, les organisations, les ONG dans tous les pays du Maghreb, de la Mauritanie à la Libye. Et on allait faire une conférence internationale avec présence de l'ONU, présence de l'Europe, et avec présence bien sûr du Polisario aussi, parce qu'on disait que le Polisario fait partie de la solution. La République sahraouie, non, fait partie du problème, donc le Polisario en tant que tel, et on avait ça allait vers, même avec la vague au départ,
de l'État marocain, du palais royal, de la présidence algérienne. Et à un certain moment, c'est de l'État algérien et de l'État marocain qui ont bloqué le projet. Ce n'est pas l'Europe. Et ça, c'est mon expérience personnelle. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on allait économiser pour les peuples du Maghreb cette perte dont nous sommes en train de se faire et une solution qui allait dans le sens stratégique, dans le sens du Maghreb et dans le sens même plus que le Maghreb, dans le sens Europe, Maghreb, Afrique subsaharienne. Parce que ça ne pourrait pas se faire avec le problème du Sahara qui existe toujours. On ne pourrait pas. L'avenir du Maroc, c'est l'Algérie, l'avenir de l'Algérie, c'est le Maroc, l'avenir de l'Europe, c'est le Maghreb, et l'avenir de l'Europe et du Maghreb, c'est l'Afrique subsaharienne. Mais si on ne crée pas cet espace de paix et de concorde et de créer du commun, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas. Donc vous voyez, je ne suis pas dans l'angoisse, je suis dans le travail, mais je n'ai pas de réponse. Parce qu'on en a discuté dans la séance, à savoir du PJD. Restons dans le texte. À savoir du PJD. Nous sommes dans est-ce qu'il y a dans le Maroc une possibilité de créer notre sécularisation à nous? C'est-à-dire d'aller vers une forme de séparation du religieux et du politique. Je dis, c'est possible, mais il y a des hésitations de la part des acteurs politiques qui existent, et parmi eux le PJD. Et la phrase dont je vous ai parlé, le Maghreb, بلد مسلم تلتزم فيه الدولة بضمان حرية الاعتقاد والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية, qui a été acceptée par la commission Manouni, mais qui a été rayée par la commission Al-Mu'tasim. Cette phrase-là, quand Sibel Keren a été investi, on a eu une rencontre avec lui, moi et Sibel Saïd, on a donc discuté, je lui ai dit, je ne comprends pas que vous, parti qui allez vers maintenant, dites que vous voulez vous moderniser, que vous avez créé une petite séparation, que vous n'acceptez pas cette phrase. Alors il m'a dit, ce n'est pas le temps, je ne pourrai pas moi l'accepter, etc. Par contre, Ramid qui est avec lui, il a dit, les déclarations de Saïd Ilah, quand il a dit, si cette phrase existe, c'est son point de vue personnel, ce n'est pas celui du PJD. Alors, seulement le juin au Ramadan dernier, j'ai rencontré Saïd Rissouli et la délégation, le bureau du mur, là, qui sont maintenant dans l'opposition et qui parlent qu'il y a des despotismes marocains, etc. J'ai relevé ça. Les Saïd, vous dites que vous êtes réformateur, etc. Pourquoi cette phrase-là, vous avez fait un communiqué incendiaire contre elle? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de séparer le religieux du politique pour qu'on puisse avancer, et cela ne touche en rien la religion. Au contraire, ça peut agrandir la spiritualité au Maroc. Il dit, c'est impossible pour nous, islamistes, de séparer le religieux et le politique. Donc voilà c'est pour ça que j'appelle ça des seuils castrateurs. C'est des seuils castrateurs qu'il faut vraiment, mais c'est mon point de vue, encore une fois. Et je sais que je suis dans la marge. Là, soyez clairs, je ne parle pas au nom de la majorité.